Hello à tous, ici Thomas Gibaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve pas petit. Rêve pas petit, c'est le podcast qui te pousse à te créer une vie de dingue, celle dont tu rêves vraiment. Chaque semaine, je partage avec toi des pépites glanées précieusement au cours de 10 années de coaching et de centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Nous allons décortiquer ensemble les compétences clés à maîtriser et les barrières classiques à éviter pour se rapprocher de la vie qui te fait vibrer. Dans Rêve pas petit, j'accueille aussi des personnalités incroyables qui ont osé rêver grand. Ils te partageront les clés de leur réussite pour que tu puisses les appliquer à ton tour, à tes propres rêves. Bref, Rêve pas petit, c'est un joli mix entre action et introspection pour que plus jamais on ne te dise « Rêve pas petit ». Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rêve pas petit. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir une personne dont la vocation la pousse à se mettre au service des autres et plus particulièrement au service des enfants, jusqu'à fonder une association avec eux dont elle nous parlera longuement durant l'épisode. Bonjour Coraline et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Thomas, merci à toi pour cette invitation. Écoute, ce qui m'a donné envie de te rencontrer, Coraline, je te le disais juste avant qu'on enregistre l'épisode, c'est un point assez précis, à vrai dire. Et c'est le fait qu'il semble y avoir beaucoup de « et » dans ton parcours et ta manière d'avancer dans la vie, là où moi j'observe beaucoup de mes clients qui sont capables de mettre plutôt des « ouf ». Et personnellement, je suis convaincu que la vie est plus riche et plus cool lorsque l'on parvient à mettre du « et ». Donc, ce point assez précis, c'est ce que tu as et une carrière professionnelle remplie et accomplie et qu'à un moment donné de ta vie, l'engagement associatif a été suffisamment important pour que tu y donnes vie. Et moi, je trouve ça très inspirant. Donc j'ai hâte que tu nous en dises plus, Coraline, sur cette aventure. Et pour commencer, si ça te va, et avant de parler de l'association, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager pour qu'on cerne un petit peu plus qui tu es ? Écoute, moi je suis donc Coraline, je suis aujourd'hui la fondatrice de Avec eux. Mais je pense qu'au-delà d'être la fondatrice, je me ressens vraiment dans ce rôle de porte-parole et de messager de toutes ces petites associations, de tout ce tissu caritatif français, mais surtout en fait de toutes ces personnes qui s'engagent avec le cœur, qui s'engagent avec leurs convictions, et je me sens vraiment déjà très proche d'eux, de par le fait que ensemble et vraiment aussi de manière individuelle, mais ensemble collectivement, on est animés par ces convictions et cet engagement de dire qu'on peut avancer selon ses valeurs, selon ses convictions, au profit des enfants. Et donc c'est pour ça, c'est vrai que je me sens très proche de ces gens que je rencontre, de ces bénévoles, de ces fondateurs d'asso qui ils sont bénévoles, mais qui dédient leur vie à ces enfants et à leur donner du sourire. Donc je pense qu'avant tout, voilà, je suis animée et je suis alignée avec cette personne que je définis plus comme quelqu'un qui va être leur porte-parole, leur messager, leur accompagnant dans leur démarche. Cool. Et donc cette intention-là, on le disait un peu plus tôt, elle t'a poussé à fonder une association qui s'appelle Avec eux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots peut-être l'origine de Avec eux et puis son intention? Qu'est-ce que tu cherches à amener au monde avec cette association? Avec eux, déjà, je pense que c'est un projet qui est en moi depuis assez longtemps. À l'époque, je réalisais des collectes lorsque je partais en Afrique, beaucoup, ou des collectes de fournitures scolaires, de petites chaussures que j'amenais dans des petites associations, dans des initiatives locales que je trouvais. C'est toujours un peu la croix et la bannière pour les trouver à distance, mais quoi qu'il en soit, j'y arrivais. Et sur place, justement, je donnais ces collectes aux enfants ou aux fondateurs, directement sur place. Et c'était magique parce que c'est vrai que il y avait le terrain évidemment, mais il y avait toute cette énergie en amont. Je travaillais à l'époque en agence, des personnes de mes collègues qui étaient super contentes également de pouvoir participer à ces actions et en sachant que directement sur place, ça allait véritablement aux enfants. Donc voilà, c'est une manière un petit peu officieuse, on va dire. Et puis lorsqu'il y a eu le Covid, il est vrai que je pouvais plus partir, comme tout le monde d'ailleurs. Et à ce moment-là, j'ai regardé ce qui se passait en France. C'est très résumé, parce qu'il y a des petites étapes. J'ai aussi une maman qui avait toujours peur, était toujours inquiète quand je partais, et qui, je me souviens, un jour m'a dit tu devrais regarder ce qui se passe en France, vraiment. Il y a certainement plein d'enfants également à aider. C'est une phrase qui est restée marquée, et puis qui du coup s'est concrétisée lorsque je dis que je pouvais plus partir, et que j'ai vraiment découvert toutes ces initiatives françaises que je connaissais absolument pas. C'est ça qui est assez incroyable. Je le connaissais pas. Et en fait, comme aujourd'hui, je me rends compte, comme beaucoup de personnes en France, en fait, plein de citoyens ne savent pas que à l'hôpital, il y a des gens merveilleux qui s'engagent pour donner le sourire aux enfants quand ils ont plus trop de morale, quand parfois ils perdent espoir. Qu'il y a également des gens merveilleux qui s'engagent pour ces enfants en situation de handicap. Enfin, les initiatives, elles sont vraiment nombreuses et variées surtout.
Et donc, c'est à ce moment-là, justement, que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Donc, c'est parti d'un truc hyper émotionnel, pas vraiment mis en mon cœur, etc. Et ensuite, il y a eu la partie plus concrète où là, c'est plus en lien avec ce que je pouvais faire professionnellement. Toute la concrétisation de la démarche avec un branding, un premier logo, un site internet, etc. Donc, il y a toute cette démarche qui a professionnalisé avec eux ensuite. Mais au début, voilà, le constat, c'était de dire, c'est incroyable ce qui se passe, ces gens sont merveilleux. J'ai juste envie que tout le monde les découvre. Parce que les premières fois, ça a été des coups de fil. C'était des coups de fil. Le premier coup de fil, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était basket au pied. J'étais enfermée en confinement, comme tout le monde. Et je pense que je prends le téléphone et je tremble. Je me dis, il va me trouver trop bête dans cette démarche. Tu vois, de l'appeler et dire, voilà, j'ai découvert l'asso, j'ai découvert basket au pied, j'aimerais bien en parler, j'aimerais bien que vous me racontiez votre démarche, j'aimerais justement après pouvoir la relayer et en parler à plus de personnes. C'est un coup de fil qui a duré plus d'1 heure. De toute façon, avec le fondateur de cette asso, souvent ça dure longtemps nos conversations, mais à cette époque-là, il m'a embarqué dans ce qui se faisait. Et puis ça a déroulé. Ensuite, il y a eu Arc-en-Ciel et pareil, en fait, à chaque fois, moi, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. À chaque fois, découvrir une association et ce qui se passait, c'était vraiment de prendre son téléphone, les appeler et que l'asso me raconte pourquoi le fondateur, la fondatrice a monté cette association, etc. Ils m'embarquent dans leur truc où je me dis, waouh, c'est juste exceptionnel. Leur histoire, elles sont trop belles et ce qu'ils font sur le terrain, c'est juste fou. Donc en fait, je pense que ça a généré une certaine forme de frustration chez moi qui m'a poussée à dire, ok, en fait, ils me racontent tout ça et j'ai juste envie de le relayer, j'ai envie d'être ce porte-parole de ces belles histoires qui s'écrivent. Donc, moi, en tout cas, je sais que ça me donne tellement envie de m'engager encore plus auprès d'eux, donc j'ai un peu cette forme d'utopie, me dire qu'il y en aura d'autres qui ont envie également de s'engager auprès d'eux pour aider les enfants. Ouais. Merci beaucoup, Coraline, pour l'authenticité, la vulnérabilité avec laquelle tu partages ça. Ton émotion, elle est palpable en fait, et moi ça me touche beaucoup. Et justement, quand ok, il y a cette frustration. Tu dis en fait il y a des acteurs incroyables qui œuvrent pour l'enfance en France, puis j'aimerais être leur porte-parole. Concrètement, à quoi ça ressemble avec eux? Quelle est la démarche et l'approche que tu emploies pour relayer ces assos-là? Oui, alors plus concrètement, avec eux, donc aujourd'hui je le positionne comme étant vraiment la première communauté caritative française. C'est-à-dire que chaque mois, je me rends sur le terrain et je vais découvrir une association. Une ou deux. Le but, ça serait 2, mais pour l'instant, ça s'organise pour une association. Donc, c'est vraiment d'aller à la découverte de cette association, d'interviewer le fondateur, la fondatrice, de passer du temps avec eux, de filmer tout ça, les actions auprès des enfants et de relayer ce mini-reportage caritatif auprès de la communauté avec eux, sur les réseaux sociaux et également sur le site internet. On est en pleine refonte, mais la volonté du site internet, c'est vraiment d'être cette première plateforme solidaire où les personnes justement se connectent, viennent sur le site et se géolocalisent et découvrent autour d'eux des initiatives engagées auprès des enfants. Ils disent, tiens, moi je suis à Annecy, hop, je me géolocalise, je découvre autour de moi des associations. Et si justement il y en a une qui m'appelle le plus, qui me fait le plus d'écho avec mes valeurs, mes affinités et ma valeur ajoutée, par exemple, je décide aussi de m'engager auprès d'elle. Parce que là, on met justement en place dans cette refonte de site la possibilité pour les associations de mettre en ligne leur mission. Donc vraiment, avec eux, c'est de donner de la visibilité à travers ces mini-reportages, à travers cette exploration des assos au plus grand nombre, à travers les réseaux sociaux, à travers le site internet et une série documentaire dont je vous parlerai après. Et ensuite, c'est de faciliter l'engagement justement entre ces citoyens qui cherchent vraiment à s'engager autour d'eux et des associations qui ont besoin évidemment de plus de bénévoles, mais également de plus de donateurs financiers. Donc c'est un peu cette rencontre, ce que j'ai réalisé, c'est un écosystème, donc réseaux sociaux, séries, sites, qui va favoriser la rencontre entre ces associations et les citoyens qui veulent s'engager. Génial. Et tu le disais, donc la forme de cet engagement, il peut prendre plusieurs formes. C'est ce que j'entends de ton discours. En tout cas, c'est soit un engagement de temps, d'énergie. Concrètement, je vais aller travailler avec eux. Et il peut aussi prendre la forme d'un soutien financier. C'est ça, on peut contribuer des deux manières. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'en fait, pareil, dans tous ces constats que j'ai pu faire à l'époque, l'aide passait vraiment par le côté financier. On a conscientisé ça, on a intellectualisé ça chez les gens, de dire si vous voulez vous engager, vous donnez 20 francs à telle association, 20 € à telle association à chaque mois. Moi, ma volonté à travers avec eux,
c'est de dire, ok, financièrement, évidemment, ces associations, elles ont besoin de soutien, ça, c'est indéniable. Mais on peut également s'engager autrement, on peut s'engager également de manière plus concrète. Et les gens ont besoin de ça, de concret, de quelque chose de plus tangible, en fait, dans le soutien. J'ai tellement d'amis qui me disent tout le temps, nous, on aimerait bien s'engager, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas à qui s'adresser, mais surtout, on ne sait pas comment. Et de faciliter cet engagement, c'est vraiment un de mes objectifs forts. Ouais. De dire, de passer du temps avec les enfants à l'hôpital, de participer à un événement, participer à une course, permet tout autant de pouvoir aider ces associations-là. C'est génial. Il n'y a pas que ce côté monétaire dans cette relation d'engagement. C'est vraiment ce que je tends à souligner à travers avec eux. Ça fait tellement de sens pour moi, puis je me permets de te partager ça. Je me vois avec mon épouse, on a envie de prendre quelques mois off avec nos filles pour parcourir un peu le monde, et on souhaiterait justement si on peut aussi être utile durant ce trajet-là, et on se pose exactement la question que tu viens de te poser, c'est-à-dire que tu vois, on a l'intention, on a le temps, et c'est juste, je trouve que le parcours pour savoir comment tu peux contribuer, il est compliqué, tu vois. Et donc par ignorance ou par difficulté d'avoir accès, finalement on en revient plutôt à la notion de don financier, parce que c'est compliqué de savoir comment on peut contribuer et comment on peut aider. Donc trop cool. J'ignorais qu'il y avait ça avec eux. Ça me donne trop envie d'aller voir ce qu'il y a autour de nous pour voir comment on peut contribuer. Donc ouais, je trouve vraiment que ça fait énormément de sens. Et c'est le but. Et puis je me permets de rebondir parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On est encore vraiment éduqués et c'est bien. C'est pas, donc c'est ok. Surtout, on est encore éduqués à dire aide caritative, aide pour les enfants, à penser à lointain, exactement. Etc. Et aussi, c'est vrai que donc, j'ai des personnes comme toi qui m'appellent. J'ai eu un étudiant, c'était au mois de juin, donc c'était pour juillet-août. Il souhaitait partir un mois à Madagascar et moi, au mois d'avril, j'étais à Madagascar justement. En me disant, est-ce que tu connais, est-ce que tu as dans ton réseau une asso à Mada? Parce que c'est vrai que je pars encore une fois par an en Afrique. C'est vrai que c'est mon continent de cœur. Je pense que c'est aussi là où est né le projet. Donc, ça permet de toujours le renforcer. Puis la réalité des enfants aussi là-bas est particulière. Et du coup, lorsque je vais là-bas, maintenant, les associations que je choisis, c'est des associations qui ont un siège social en France et qui se déploient dans ces pays. Donc, c'est des assos qui sont référencés avec eux, avec un siège social français, et qui, sur place, aident les communautés et la population locale, et que je vais visiter justement pour... c'est, je sais pas, un tampon en mode vous êtes bien avec eux, mais c'est une question aussi de feeling, de dire quand tu vas là-bas, tu te rends compte si les enfants sont bien, si ils sont accompagnés dans leur éducation, qui est vraiment extrêmement important dans ces pays développés. Donc, j'ai quelques assos aussi à te proposer si vous partez dans ce cadre-là. Trop cool. Merci pour ça, Coraline. Et si tu le permets, à ce stade, moi, j'aurais une question qui est peut-être plus liée à toi en tant que fondatrice et donc peut-être un peu plus personnelle, mais ma question, c'est pourquoi les enfants? En fait, qu'est-ce qui vient te driver suffisamment pour te dire, c'est au service de cette cause-là que je souhaite dédier mon talent, mon énergie, mon temps? Si c'est ok pour toi de nous le partager. Ouais, bien sûr. Les enfants, ça me bouleverse, vraiment. C'est la baseline, d'ailleurs, préservons l'innocence. Je sais pas, il y a quelque chose qui vraiment me bouleverse chez un enfant, certainement cette innocence, cette fragilité et cette joie. Donc la première fois où vraiment, moi, ça a basculé en Afrique, justement, où j'étais face à ces enfants dont la mort infantile était vraiment très présente. C'était à 50% où j'étais. Et je me souviens, et c'est une image qui me reste profondément ancrée, de me dire... ils sont pas au top, en tout cas. Voilà. La réalité, elle est pas chouette, mais ils ont une telle joie de vivre, une telle douceur, une telle, quelque chose qui est tellement fort. Vraiment, ça m'a bouleversée. Et je pense que c'est vraiment ça qui me marque. Ces enfants, ce qui me touche, c'est leur fragilité, c'est leur innocence. Et en fait, peu importe les conditions de vie qu'ils traversent, dans lesquelles ils sont, je me dis c'est tellement essentiel de préserver cette beauté liée à l'enfance, vraiment. Un enfant, c'est exceptionnel, il n'y a pas de filtre, c'est tellement honnête, tellement vrai, tellement sincère, qu'un enfant à l'hôpital, ça me paraît tellement injuste. Un enfant qui mange pas à sa faim en Afrique, ça me bouleverse, et ça me paraît tellement injuste. Et c'est vraiment ce but, c'est de se dire, il faut qu'on préserve leur innocence, il faut qu'on les mette dans des petites bulles, et peu importe justement les conditions dans lesquelles ils sont, on les préserve pour qu'ils soient juste bien, quoi. Du moins, on les aide à être bien. Et ces gens-là, tous les bénévoles que je soutiens à travers les assos, c'est ça, ouais. C'est ce qu'ils font, en fait, au quotidien. C'est préserver l'innocence de ces enfants, leur joie, leur fragilité. Merci pour ce partage, Coraline. Ouais, j'ai encore du mal à vraiment l'exprimer de manière très... Il y a l'émotion qui prend le relais.
Ouais. Et ça fait du bien aussi, tu sais, plutôt qu'un pitch très policé, très prêt. Ouais. Et à la lumière de tout ça, moi, il y a quelque chose qui me rend curieux, en fait, en t'écoutant, c'est, j'ai l'impression que à travers avec eux, t'es à la fois au contact d'initiatives incroyablement chargées d'espoir, engagées, etc., et aussi au contact de ce que l'humanité peut aussi amener de plus difficile, douloureux, etc. Et je serais curieux de comment tu vis, toi, ce que je pourrais nommer comme un paradoxe, un petit peu. Et puis quel regard ça te fait porter sur le monde, tout ça. C'est rigolo, j'en parlais avec un ami très peu de temps, encore ce week-end, qui est lui profondément engagé par rapport à la planète. Et du coup, on écoutait un super documentaire d'un Amérindien. Et du coup, ça a vraiment fait écho à ma démarche parce que je me disais, en fait, dans son discours à cet Amérindien, je le trouvais tellement doux, tellement bienveillant et tellement... il voit des choses qui sont atroces, vraiment. En plus, c'est sa terre, enfin bref. Et il reste quand même tellement doux, tellement bienveillant par rapport à ce que fait l'humanité. Et en fait, j'ai l'impression de me retrouver là-dedans. Mon seul regard que j'ai sur les choses, même quand je vais en Afrique, tu te dis, mais comment ces pays laissent tomber leur population, comment ils traitent les enfants, c'est juste inhumain. Et ça, c'est sûr, ça me génère beaucoup d'émotions. Mais en fait, à chaque fois, j'essaie de me connecter justement à l'inverse, à ces personnes qui sont merveilleuses, à ces personnes qui s'engagent pour ces enfants, qui ont des telles belles histoires à raconter. Et du coup, je crois que je suis que connectée à l'amour et à la bienveillance et à la douceur. Ça peut paraître très perche, mais c'est véritablement ça. Et du coup, je crois que tout le reste, c'est une vraie réalité et j'en suis consciente, clairement. C'est pas quelque chose que j'essaye d'omettre, mais en revanche, je crois que je me focus vraiment sur ce qu'il y a de plus beau, quoi. Et tout ce que ces personnes, elles réalisent pour ces enfants. Et c'est pour ça aussi, assez facilement, quand au début d'un projet, on doit poser le positionnement, les valeurs, etc. Les valeurs d'avec eux, c'est du positif et du bienveillant. C'est un angle, un parti pris qui est assez, pas controversé, mais c'est assez engagé, parce que c'est vrai que quand on parle d'humanitaire, de caritatif, on a cette habitude d'avoir des images qui sont lourdes, larmoyantes, etc. Moi, à l'inverse, je prends le contre-pied de ça. Je dis non, en fait, il y a des belles personnes qui s'engagent, il y a des choses merveilleuses qui se réalisent pour ces enfants-là, pour qu'ils aient le sourire et puis qu'ils soient mieux, et concentrons-nous là-dessus. Parce que c'est justement en se concentrant là-dessus que ça nous nourrit, c'est vachement plus inspirant, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que je suis bien consciente de la réalité et quand je suis sur le terrain d'autant plus, mais c'est quelque chose qui je pense que j'arrive à avoir une distance émotionnelle. Et c'est surtout, je pense, du fait que justement c'est né en Afrique ce projet. Je sais pertinemment que là-bas, de toute façon, malheureusement, il y a peu de choses à faire. Et ce qu'on fait, c'est infime d'amener un peu de fourniture. Enfin, j'amène 60 kilos, c'est déjà beaucoup pour ces enfants. Mais in fine, au regard d'une réalité, comme en Éthiopie, quand j'étais à un orphelinat, où c'est 1,5 million d'orphelins, juste en Éthiopie, moi, je veux dire, aujourd'hui, c'est un sujet gouvernemental. C'est pas de notre ressort. Malheureusement, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je me dis à ma petite échelle, au moins en France, on a ces leviers d'activation, notamment la visibilité donnée à travers le réseau avec eux. Merci Coraline pour ça. Et moi, ce qui me touche dans ton partage là, puis ce que je trouve intéressant et que peut-être on peut extrapoler puis ressortir dans d'autres contextes, c'est j'aime bien la notion de choix que tu amènes. C'est-à-dire que tu vois ces deux réalités. Il y en a une qui est optimiste, joyeuse, pleine d'énergie, puis il y en a une qui est difficile, douloureuse, qui est source de colère, même face à l'injustice, etc. Et moi, là, ce que j'entends dans ton discours, c'est à quel point, au bout d'un moment, tu choisis de mettre un focus sur l'angle de l'histoire qui te paraît être la plus alignée, cohérente, en lien avec ton intention, en fait, avec ce que tu souhaites faire avec eux. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que en coaching, moi, j'observe beaucoup des gens qui font face aussi à des dilemmes ou à des situations difficiles et à quel point on a un pouvoir dans le fait de choisir ce sur quoi on veut mettre un focus et à quel point ce choix, il peut être cohérent, aligné avec ce qui est vraiment juste, important pour nous. Ça veut pas dire faire abstraction de ce qui est difficile et considérer que le monde est un bisounours, puis je pense que ce sur quoi tu œuvres en est un magnifique exemple. Et pour autant, malgré ça, il y a quand même une place pour le choix. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui se met en place dans ton processus en tout cas. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est une question de choix. Hein, parce que combien de fois on l'a dit, hein, c'est bisounours, c'était bisounours. C'est marrant que tu remplaces ce terme-là parce que ça me revient souvent. Ouais, et en fait, quand c'est vraiment aligné avec toi, tu dis ok, en l'occurrence que vous appelez bisounours, ça appartient aux personnes autour, mais moi, c'est pas ma vision. Ouais, ça se sent. Merci beaucoup pour ça. Et si tu me le permets, j'aimerais revenir. Il y a eu une phrase qui a fait tilt chez moi, mais qui est quelque chose qu'on essaie de beaucoup décortiquer dans Rêve pas petit. C'est
comment on passe de quelque chose qui est très joli dans une tête, tu vois, et qui semble faire plein de sens, qui nous met nos papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, puis au bout d'un moment, il y a un peu, il faut s'y coller, quoi, accessoirement. Ouais. Et donc, tu m'as dit tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est passé de quelque chose de joli dans ma tête à, je commence à œuvrer pour ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce moment-ci, puis un petit peu les étapes importantes de l'idée ou la frustration, parce que toi, ça partait d'une frustration, tu nous l'as dit, à, je commence à designer, à mettre en œuvre avec eux. Comment ça s'est passé pour toi? Mon Dieu. Non, c'est vrai que comme ça, dit comme ça a l'air facile, mais c'était, et ça l'est encore parfois, hein, tellement dur. Mais tellement. Enfin, c'est ce que je souhaite à tout le monde, parce que c'est exceptionnel, c'est challengeant, c'est douloureux parfois, mais en fait, chaque petite victoire, entre guillemets, et en fait, quand je parle de victoire, c'est ce qui est le plus compliqué, je trouve, dans cette démarche, c'est la concrétisation. Et en fait, chaque petite chose que tu arrives à concrétiser, ça te permet de continuer, tout simplement. Tu sais, donc tu as ton idée, etc., tu commences à griffonner sur un papier. Enfin, moi, je me souviens faire du Word, d'essayer de poser ça, mais c'était fou. Enfin, c'était un peu confus, un peu brouillon. Et du coup, tu as ces étapes-là où ça demande de l'effort d'arriver à structurer une idée et un projet qui est autant lié au cœur ou à l'émotionnel. En fait, moi, c'était mon plus gros challenge. J'ai tellement lié à l'émotionnel. Dans mon métier précédent, c'était de travailler pour des clients sur des choses très tangibles, très de produits, services, etc. Là, c'est vraiment tellement lié à ton émotionnel, à ton cœur, que d'arriver à concrétiser tout ça, c'est le plus compliqué. Comment ça s'articule? Je te dis, c'est à chaque fois, j'ai l'impression c'était des petites victoires qui me permettaient de dire, ok, c'est bon, j'ai un logo. Hop, ça te donne, tiens, t'es heureuse, t'as ton logo. Hop, clac, je parle d'outils, hein, mais vraiment, c'est ça, en fait, les outils digitaux, notamment, pour moi, en tout cas pour ma part, ça me permettait, clac, à chaque fois de valider des trucs et ça déroulait en plus, donc d'avancer. En revanche, clairement, et ça, je le conseille, j'ai un ami aussi qui est dans celui avec qui je parlais, qui est plus en lien avec la planète. En revanche, vraiment, ce que je conseille en parallèle, c'est pas parce que t'es coach, mais c'est de prendre un coach, quelqu'un qui t'accompagne. Ouais, ça a été tellement salvateur, vraiment. Parce que je pense que c'est une bonne question, mais je pense quand même que ce genre de projet, donc je te dis très émotionnel, amène, ou du moins, je l'avais jamais eu avant, mais t'as le syndrome de l'imposteur. Alors, moi, ça a été hyper fort chez moi, hyper violent. Donc c'est pour ça que ça fait quand même 3-4 ans que je suis sur ce truc, parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver ma place, j'arrivais pas à me dire que j'étais légitime dans cette démarche-là. Et c'est vrai d'être accompagnée, juste à un moment donné, de donner ta main à quelqu'un et de dire vas-y, en fait, j'y arrive plus. Parce qu'il y a vraiment ces fois où je disais que c'était compliqué, c'est ces fois où t'es fatigué, parce que c'est lié à l'émotionnel. C'est une énergie qui est la tienne, et quand t'es down, t'es vraiment down, quoi. Donc, c'est d'être accompagné, de concrétiser, hop, petite victoire par petite victoire, tu vois que ça se met en place. Et j'ai l'impression aussi que, on le dit souvent, et c'est pas, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté, que t'es vraiment, quand t'es à la bonne place, ça déroule quand même. Ouais, trop cool. Ouais, ça me parle beaucoup, ce que tu évoques, Coraline. Moi, ça, c'est aussi ma vision de voir comment on peut avancer vers les rêves. Ce que je retiens de ton discours, c'est, tout d'abord, oser poser une vision, même sur un bout de papier, sur un bout de table. Moi, je crois beaucoup au fait que, une fois qu'il est un peu matérialisé dans le monde, tu vois, c'est différent de juste, c'est une jolie pensée dans notre tête, quoi. En tout cas, dans notre rapport de nous vis-à-vis de notre rêve. Et j'entends qu'ensuite, c'est comment on peut fonctionner par petits pas. Et puis, l'agiliste chez moi, là, qui fonctionne par petites itérations, ça résonne pas mal. Et le troisième, c'est accepter de demander de l'aide ou voir la valeur du soutien dans ce processus-là. Ouais, ça fait déjà... Ouais, et tu sais, il y a un moment donné, c'est beau que tu me remettes, parce que c'est le but du podcast, et c'est vrai que c'est un rêve, quoi, qui se réalise petit à petit. Et c'est drôle parce que j'ai eu cette phrase-là, je sais plus qui me posait cette question, bref, peu importe, mais en gros, la question, c'était de dire, qu'est-ce que tu vas faire à côté, ou je sais plus, ou qu'est-ce que tu vas faire après? Et en fait, je sais même pas ce que je pourrais faire d'autre aujourd'hui, tu vois. Et c'est là où tu te dis, en fait, ton rêve, il est devenu ta réalité, clairement. Parce qu'aujourd'hui, sans ce projet, je me vois nulle part. Ouais, je pense qu'à un moment donné, après, justement, en rendant de plus en plus tangible ton rêve via ces actions concrètes, via ton plan d'action et ton mouvement, mais en action en tout cas, ton rêve, il devient réalité. Elle est con cette phrase, mais elle est tellement vraie. Tellement. Elle est con à dire, mais elle est trop chouette à vivre. Elle est trop belle, Cool. Et si tu le permets, il y a un autre pan, moi, qui me rend très curieux chez toi, Coraline, c'est, je le disais en introduction, avant avec eux, t'as une carrière pro, si je puis dire, remplie. Comment on fait
pour vivre cette transition-là, assumer que ce rêve il est trop important et que on est prêt à sauter le pas. Comment toi t'as vécu ça? Je te le disais, en plus, j'ai pas de déclic assez marquant. Je me suis pas réveillée un matin où j'ai pas fait un truc qui m'a dit ah non. Je pense que ça a été hyper fluide. Ouais, clairement, j'ai fait des choses professionnellement qui m'ont extrêmement plu, enrichi, à des moments donnés en tout cas. Parfois, à des moments donnés, justement, j'étais de moins en moins alignée, mais ça, à l'époque, je me disais pas ah là, je me sens plus alignée. Tu vois, c'est aujourd'hui en réfléchissant, en me disant petit à petit que mes valeurs correspondaient peut-être plus à l'environnement dans lequel je me trouvais. Il n'y a pas eu, je l'ai pas intellectualisé. J'ai l'impression qu'en plus, à l'époque, tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment des choses qu'on voit régulièrement sur Instagram, sur un peu de partout. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces notions, je trouve, en tout cas, avant le Covid, avant tout ça. Donc bref, ça s'est fait petit à petit. Et du coup, plus mon projet devenait concret, plus j'avançais sur mon projet. Au début, j'avais l'impression d'être dans le contrôle en me disant, bon alors, professionnellement, je diminue un peu mon temps, je reste à 50%, puis je fais à 50% mon projet. Puis en fait, tout ça, petit à petit, tu passes à 60, 70, 80, et puis tu bascules, quoi. Enfin, tu bascules complètement dans ce rêve, quoi, pour qu'il devienne justement réalité. Je crois que ça s'est fait vraiment de manière avec les événements de la vie. Et je crois pas, je suis persuadée que si aujourd'hui je dois repenser à tout ça, c'est qu'il y avait une extrême confiance en ce que je suis en train de faire et à réaliser. Et c'est peut-être pour ça que c'était tellement fluide, je savais. Malgré un entourage qui était ultra sceptique, enfin du moins attentif et en mode Coraline, enfin, je suis bénévole avec eux, donc comment tu vas faire, et puis tu quittes un métier, tu gagnes bien ta vie ou tu as une carrière qui est top, enfin, tu vois, personne ne me comprend en fait. Mais je sais pas, tu as une telle confiance, t'as quelque chose qui est tellement fort en toi que tu y vas. Parfois, justement quand tu as ces downs, tu te dis mais attends, je travaille les week-ends, je travaille le soir sur ce projet, je travaille tout le temps, je gagne pas ma vie avec, peut-être je suis complètement à côté de la plaque. Donc il y a ces moments-là où tu te dis ouais, je suis à côté de la plaque, et je me suis dit encore pas très bon, par exemple, encore au début d'année. Puis voilà, puis tu y vas, t'as confiance, et puis ça déroule, et puis tu vas pas passer les jours, ça se concrétise, ça se met en place, les gens commencent à comprendre, à s'intéresser, à se laisser embarquer dans le truc, et puis ça, voilà. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'était hyper fluide en fait dans tout. Et les seules barrières que je me mettais, c'était l'entourage. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir ma famille qui m'a averti, mes amis, parce que je pense que c'est malgré tout des garde-fous dans tout ça. Mais c'est les seuls qui te font douter parfois, ou toi t'es moins bien, mais c'est vrai que c'est très lié à ton environnement en fait. J'aurais tendance à dire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fort dont on parle, qu'il faut être entouré vraiment des personnes qui sont les plus justes, les plus honnêtes et les plus positives. Et ça, je pense que ça joue énormément et ça aide énormément, quoi. Ouais, ça résonne beaucoup, Coraline. Et puis là, j'ai l'impression que ça peut être un des domaines de nos vies dans lequel le et est puissant, quoi, tu vois, genre, pour pas trop se juger avec le fait que on pourrait avoir envie de mettre nos familles de côté sur les aspects du rêve, à quel point on peut avoir et de la reconnaissance, et merci pour tout ce que vous avez fait jusque-là, et vous n'êtes pas les bonnes personnes pour me soutenir là-dedans. Et ça fait pas de vous des mauvaises personnes, et ça veut pas dire que je ne vous aime pas, mais je trouve que là, le et, il est puissant, tu vois, genre, on a le droit de le voir ainsi, quoi. Ouais. Quand il s'agit de notre entourage. C'est possible, en tout cas. Et puis, non, c'est possible. Je crois que ces personnes, elles font partie aussi de ces déclics, et puis, c'est un tout. Et je pense que quand t'es convaincu, quand t'as confiance en ce que tu fais et que tu te sens tellement bien, en fait, je pense que ça se résume certainement à un sentiment de sérénité. Ouais, c'est cool que tu nommes ça parce que j'allais te demander. Parce que tu vois, moi, je vois en coaching, il y a les gens, ils font, mais comment je sais que c'est juste, tu vois, comment je sais que... Et donc là, tu as utilisé le mot confiance pendant longtemps, là, dans ton narratif, là, sur ces 2 dernières minutes, il y avait, j'avais confiance. Comment elle se matérialisait, toi? Puis pour moi, je m'attends pas nécessairement à ce que ce soit cognitif ou intellectuel, mais même comment tu le ressentais que c'est bon, c'est juste, c'est aligné. Quelle forme ça prenait pour toi? Ouais, que ça prend aujourd'hui, parce que parfois, c'est quand il y a des petits moments encore de doute. Ce que j'aime le plus, vraiment, c'est d'entendre ces fondateurs, si j'entends ces bénévoles ou de lire des histoires, d'être en connexion avec eux, parce qu'eux, ils sont tellement, pour moi, bourrés de vérité, de générosité, de bienveillance, que dès que je me reconnecte à eux, dès que, tu vois, là, typiquement, je regarde mon épisode de la série, je ressens ce bonheur, cette sérénité. Et là, quand je suis là-dedans, c'est un sentiment, je suis... Il y a pas de pensée négative, c'est sereine, je suis bien. Je pourrais travailler des heures sur le truc. C'est facile, en fait. Tu vois, justement, l'intellect prend pas forcément le dessus, le cerveau, le mental prend pas le dessus. C'est doux, c'est fluide et ça... Ouais. En tout cas, j'ai l'impression de le ressentir comme ça. Super.
Et moi, ce que j'aime beaucoup en t'entendant là-dessus, Coraline, c'est que moi, je vois beaucoup de personnes dans mes coachings qui fantasment un peu le rêve, qui est de l'ordre de, tu sais, quand je suis dans mon rêve, en fait, tout est simple, fluide, joyeux, évident. Et là, ce que j'entends, c'est à quel point il peut y avoir une forme de, je suis capable de travailler longtemps, tu sais, tu le disais, je suis capable de travailler longtemps, ça me plaît, c'est juste, c'est fluide. Et tu l'as dit dès le début, c'est très difficile. Et ça l'est encore. Et donc, je trouve intéressant d'avoir cette vision peut-être plus réaliste, plus juste, plus honnête de ce qu'est le rêve. Le rêve, c'est pas juste l'autoroute du kiff et que le travail, c'est juste, il faut trouver notre bon segment et une fois qu'on l'a trouvé, alors on déroule. Et moi, je vois beaucoup de gens qui disent, j'ai abandonné parce qu'en fait, je sentais que c'était pas tout le temps fluide. Donc, à mon avis, c'était pas le bon truc à poursuivre. Et donc, je trouve ça cool. Là, pour moi, tu incarnes ça. On sent à quel point depuis 30 minutes que tu nous en parles, que c'est quelque chose qui est important et qui te tient à cœur. Et malgré le fait que tu as confiance dans le fait que c'est juste pour toi d'œuvrer à ça, le chemin, il est quand même exigeant, dirons-nous. Ouais, il est challengeant en fait. Parce que, si je dois le résumer à le challenge, je dois résumer. C'est pas le truc professionnel en soi. Parce que même si, enfin moi, c'est vachement lié à la visibilité dans le côté communicant que j'avais dans mes précédents métiers. Donc c'est pas des capacités professionnelles. Puis même si, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent, même si aujourd'hui, enfin sur certaines compétences, tu les as pas ou vous les avez pas. Aujourd'hui, il y a tellement de freelances ou de plateformes qui te mettent à disposition des freelances. Les compétences, tu peux aller les chercher. Vraiment, le principal challenge, il réside, je trouve, à être soi et à accepter. Quand c'est ce genre de projet donc très émotionnel, je l'associe à ce que tu dis un rêve, quoi. C'est directement face à toi-même. Et moi, je pense que le challenge, c'était ça. J'étais quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui dans ma carrière professionnelle avait toujours mis ce masque de businesswoman, voilà, j'entreprends, j'y vais, etc. Mais je suis complètement dissociée de mes sentiments et de mes émotions. De toute façon, c'est pas ce qu'on me demande. On me demande d'être professionnel et tout ce qu'on décrit du professionnel, enfin, du moins tout ce que j'ai connu, mon expérience. Et là, tu te retrouves face à toi avec un émotionnel que tu vois quelque chose que tu as juste envie d'aider les enfants. Tout ça te prend au trip, etc. Donc, ok, c'est le truc. Mais après, c'est le challenge chez toi. Si je te dis tout ce qui remonte, l'authenticité d'être soi, les peurs, les doutes, et t'es face à toi-même. Donc oui, c'est dur en fait, clairement c'est dur. Le syndrome de l'imposteur, ça a été hyper compliqué. Moi, j'avais même pas conscience que ça existait. Puis chaque matin, en fait, de se réveiller, de se dire, voilà, il faut y aller. Donc c'est pas si facile. En revanche, là où je te rejoins, c'est que quand ça se met en place et quand c'est juste, ça déroule au niveau des étapes, quoi. Il y a des personnes qui arrivent dans ta vie, l'énergie que tu renvoies, ça c'est quand même assez puissant. Ouais, je crois beaucoup à ça aussi. Trop cool. Merci pour tout ça, Coraline. Si ça te va, pour le dernier segment de Rêve pas petit, moi j'ai cette petite tradition, c'est de te partager 10 concepts. Et tu as une phrase pour me donner ta vision, ta définition de ce concept. Donc pas de longs arguments, juste en quelques mots. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça te va? Je parlerai moins. C'était pas le but de ma réponse, de ma question. Ok, c'est parti. Le premier concept, c'est le rêve. C'est voir grand pour moi. La vie. Elle est belle. Elle est tellement belle. La mort. Elle est associée à la vie. Et elle est bien présente. Le bonheur. Un état d'enfant. La peur. Elle peut être paralysante, mais elle est vivifiante. L'enfance. Clairement, l'innocence, les rires, les yeux qui brillent. Les autres. Un chouette environnement, plein d'échanges et de partage. Inspirant. Le temps. À vraiment profiter de chaque seconde. Ce temps, il défile. Le succès. Quelque chose qui te permet de partager et d'embarquer plus de monde. Et enfin, la connaissance de soi. Pur kiff. Trop cool. Merci beaucoup, Coraline. Et pour conclure ce podcast, moi, la question que j'aime poser, c'est à la lumière de tout ce que toi, tu as vécu avec ce projet de Avec eux, ce serait quoi l'invitation? Moi, j'aime pas trop le terme de conseil, mais l'invitation que tu as envie de faire aux personnes qui nous écoutent. Ça peut paraître bateau, mais il n'y a pas de temps à perdre, en fait. Il faut le tenter, il faut y aller. J'ai l'impression de répéter des choses qu'on voit trop, mais ça me paraît tellement juste de dire allez-y, tentez-le. Il y a pas de temps à perdre et en fait, t'apprends tout le temps, vraiment.
Ça t'apprend tellement sur toi et quand c'est vraiment des projets qui sont liés à tes convictions et tes engagements, il faut jamais lâcher. C'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de jugement, hein, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas d'engagement, et c'est ok, en fait. C'est un autre style de personnalité. Parfois, ça doit être certainement plus simple. Mais quand il y a des engagements, quand il y a des convictions ultra profondes, il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller. C'est trop beau de vivre avec ça, et c'est trop beau d'être porté par ça. Et de te dire, justement, quand ça sera terminé, j'aurais au moins été jusqu'au bout j'aurais animé, j'aurais donné de la vie à ces convictions et ces engagements. Merci infiniment, Coraline, pour à la fois pour ton temps, pour la conversation d'aujourd'hui, puis aussi pour ce que tu amènes au monde avec ce projet qu'est Avec eux. Évidemment, je mets en description de l'épisode tous les liens qui permettent aux auditeurs de découvrir l'association et de contribuer sur la forme qui sera juste pour eux. Tant le projet fait sens, à vrai dire, c'est ce que je vais faire moi. Je vais en parler avec mon épouse et puis on va pouvoir aller découvrir ce qui se passe à côté de Genève. Je te souhaite le meilleur dans aussi bien pour toi que pour ton association et à très bientôt, Coraline. Merci infiniment. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour ce moment. Et puis à bientôt, oui. On peut en parler justement de votre voyage. Merci, Coraline. Bye bye. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné des clés ou de l'envie pour avancer vers la vie qui te fait rêver. Et avant de te laisser filer, je voulais juste te partager que je ne rêve pas petit avec ce podcast. Donc s'il t'a aidé, inspiré, j'adorerais que tu me laisses un petit mot ou 5 étoiles. Ça m'aiderait à faire de ce rêve un grand rêve. À très vite.